Imaginez quelqu'un qui est enceinte de 6 mois pendant 6 ans. Il n'y avait pas d'heureux événements là-dedans, quoi. Je ne veux même pas me raccrocher aux hormones, à l'espoir de donner la vie. J'avais plus l'impression de porter la mort en moi, en fait. Et c'était hyper dur. Je m'appelle Thérèse. Ma vie, il y a quelques mois, c'était frénétique. Tant de cœur, tant de cœur. Je courais partout, j'étais en tournée, j'allais de ville en ville et de salle en salle pour rencontrer le public. Sur scène dans 5 minutes. La colère, la colère. La colère, la colère. Je faisais des talks et je m'occupais aussi de shooting. Je sortais pas mal. J'allais au resto tout le temps parce que j'adore manger. Et aujourd'hui, je peux plus. À l'intérieur de mon corps, il se passait quelque chose. Finalement, tout ce que je faisais, je le faisais par passion. Je le faisais aussi quelque part par peur de plus jamais pouvoir le faire. Et j'étais finalement assez stressée de ce qui allait potentiellement arriver. C'était impossible pour moi de me souvenir que ça faisait partie de l'héritage familial. Ma mère, son prénom laotien c'est Sang Trong et son prénom en chinois c'est Qingyue. C'est une sino-vietnamienne qui a fui l'arrivée des communistes et la guerre du Vietnam. Et elle est arrivée en France à la fin des années 70 et elle s'est autonommée Henriette. D'où peut-être le fait que je m'appelle Thérèse. Chinese, Japanese, Korean, Lao, Vietnamese. My name is Thérèse. Dans quelle langue veux-tu que je le dise? Elle était enceinte de moi. Donc elle avait 29 ans et un jour elle a fait une énorme crise de douleur, elle avait très très mal au rein et elle s'est retrouvée à l'hôpital et en fait on lui a dit qu'elle avait des kystes dans les reins et dans le foie. Elle apprend à ce moment-là qu'elle a la polykystose hépatorénale, elle en avait jamais vraiment entendu parler. Elle apprend quelques mois plus tard qu'elle a 50% de chance de le transmettre à ses enfants. Il s'avère que mon petit frère, qui a 4 ans et demi de moins que moi, a eu mal au ventre. Mes parents l'ont amené aux urgences. Lui avait un petit kyste. Alors ils en ont trouvé qu'un à l'époque et ma mère a demandé ce que c'était et en fait quand ils lui ont montré, elle a compris très vite, elle a fait « Ah mais ça c'est la polykystose, en fait je l'ai aussi ». On est persuadé que mon frère l'ayant, que moi je l'ai pas en fait. Moi je grandis dans un déni familial, moi-même quelque part peu impactée par la maladie de ma maman parce que finalement ça se voit pas, elle s'en plaint pas. Elle n'a pas encore mal. Moi, c'est écarté, ça ne me concerne pas. De mon enfance à mes 27-28 ans, grosso modo, tout va bien. Je ne savais pas écouter mon corps. Et bien là. C'est ma tête en fait. C'est mon carnet de départ de la boîte dans laquelle je bossais avant la musique, quoi. Moi, du coup, ma vie active, je l'ai commencée dans une grande entreprise de cosmétiques. Les 3 premières années, ça se passe super bien. Tout le monde te copie. Ah, j'adore. Ah, ça, c'est ma tête quand je suis arrivée, ma tête de première de la classe. Mais au bout d'un moment, je me sens un peu en perte de sens. Je me sens pas à ma place, il y a un truc qui cloche, quoi, qui va pas. Et je commence à avoir des migraines, chose que j'ai jamais eue de ma vie. Une sorte d'épuisement, mais vraiment profond. Sachant que habituellement, je suis plutôt une pile. J'en arrivais à un point où, quand j'allais au boulot, je descendais à chaque station pour pleurer et remonter dans la rame du métro. C'est trop bizarre. À chaque fois que j'ouvre ce truc, j'ai envie de chialer. D'ailleurs, je chiale. Je vais d'abord voir un médecin qui me dit en fait que j'ai des symptômes de burn-out. Et il me prescrit en fait de l'alprazolam. Je comprends que c'est des sortes d'antidépresseurs. Et là, je me dis, n'importe quoi. Je balance l'ordonnance. Je retourne au bureau, etc. Et puis ces symptômes se calment pas. Je me dis, bon, bah, je vais me casser. Petit réflexe de personne qui sait qu'en partant et en ayant le chômage, elle va perdre la mutuelle, plein d'avantages. Je me dis, bon, ça vaut peut-être le coup quand même d'aller faire un check-up général. Et il s'avère que la gynéco m'envoie faire une écho pelvienne ou endopelvienne, je me souviens plus exactement. Et là, la radiologue me dit « Mais vous savez que vous avez des kystes dans les reins ?»
mais genre beaucoup. Et je me dis, mais... Et je lui réponds, bah non, pas du tout. Puis elle continue, elle s'acharne un peu sur mon abdomen, et je vois qu'elle remonte un peu plus haut, etc. Et puis elle me dit, vous en avez dans le foie aussi, mais énormément. Et là, en fait, mon monde s'écroule, quoi. Enfin, je lui dis que ma mère a une polykystose, ça me vient à l'esprit évidemment très très vite. Je me mets à pleurer, mais à chaudes larmes, mais c'était horrible. Et à ce moment-là, ce qui est très très dur pour moi, c'est que ma mère est en pleine dialyse à cause de cette polykystose hépatorénale et en attente de greffe. Et du coup, j'ai l'impression que ma vie et la sienne se télescopent et je vois ce futur possible, potentiel, je le vois là en fait. Et je panique totalement, et je suis dans tous mes états, je sais pas combien de jours je mets à m'en remettre un peu, enfin à digérer l'info. Je sais même pas comment le dire à mes parents, j'ai peur, je sais pas, j'ai peur de tout, j'ai peur qu'ils m'aiment plus, j'ai peur que, je sais même pas l'annoncer à mon ex de l'époque, pareil, j'ai peur qu'il me quitte, et je culpabilise en fait presque d'être malade, alors en plus d'être malade, enfin je veux dire c'est une charge mentale qui est quand même énorme. Et par rapport à mes parents, ça a été un choc. Ma mère me l'a pas dit tout de suite, elle a plutôt pas réagi quand je lui ai dit. Mon père non plus d'ailleurs. Mais ils ont mis des mois à l'accepter aussi, ils se sont dit non pas elle, enfin pas elle en plus quelque part. Et ma mère culpabilisait à mort parce que déjà que c'est dur de transmettre une maladie à ses enfants, enfin à un de ses enfants, mais quand c'est 2 sur 2, soit 100%, soit strike, c'est compliqué quoi. Je suis entrée dans une phase de grande colère après, pas du tout envers ma mère. Ni de m'avoir transmis la maladie, ni envers mes parents de ne pas avoir eu le réflexe de m'amener chez le médecin, etc. J'étais en colère contre la vie en fait. Je me disais mais pourquoi moi, pourquoi nous? Je fais tout bien, enfin je suis une personne gentille, je respecte mes parents, les gens autour de moi, je gaspille pas, je trie. Enfin on n'arrête pas d'essayer d'énumérer comme ça toutes les choses qu'on fait bien et de se dire bah en fait je ne mérite pas d'être malade. Puis à un moment on comprend qu'en fait il n'y a pas de question de mérite. La vie c'est... il n'y a pas de mérite et il n'y en a nulle part en fait. Et que tout ça c'est un conte qu'on s'invente pour... comme une carotte pour faire avancer les gens en fait. Et ça c'est mon discours de départ. Car comme ma jupe, la vie est trop courte pour s'ennuyer. Voici mon dernier miaou pour la route. Est-ce qu'on m'appelait Lucia? À très vite, merci. Roller coaster. Yeah, an angel at the same time a monster. Roller coaster. Who put a doll in the shoes of a gangster? Take a breath. Girl, now it's time to take a rest. Je pensais, en quittant mon ancien job, avoir 30 années devant moi pour accomplir tout ce que je voulais accomplir. Et finalement, en fait, la vie m'en a laissé 5. J'avais l'impression qu'on me volait, en fait, ma vie. Ça peut pas s'arrêter maintenant, c'est pas possible. Je me mets à chanter au moment où je me mets à parler. Et je pense que la première fois que je me suis enregistrée, j'avais 3 ans. Sur 1, 2, 3, nous irons se bois. Le dernier mot ne sonnait pas comme je voulais. Et donc j'ai effacé et réenregistré le mot, je pense, 10 fois, jusqu'à ce que ça sonne exactement comme je voulais. Et je pense que c'est de là que tout est parti. J'ai envie, ouais, vraiment de tenter l'expérience à fond presque de mon rêve de gamine, en fait. Le moment où j'ai décidé de lancer mon propre projet Thérèse, il s'avère que c'est une année qui s'est très bien déroulée pour moi professionnellement. J'ai eu une grosse exposition médiatique, j'ai commencé à faire des plateaux télé, j'ai fait la une de magazines. Il s'est passé des choses extraordinaires et du coup, je voulais exploser en plein vol quelque part. Être déjà une femme asiatique dans l'industrie de la musique, bon, c'était déjà pas super simple. J'approchais de la trentaine à l'époque. Ça faisait beaucoup de couches dont j'en ai pas parlé. Et moi qui voulais absolument faire taire ce corps quelque part et faire taire la maladie, en fait, elle s'est mise à s'exprimer puissance 1000 et à prendre de la place, au sens propre du terme. On m'avait dit que ça pouvait rester stable pendant très longtemps et pas bouger, etc. Sauf que chez moi, ça bougeait quand même. Et au bout d'un moment, c'était plus possible en fait. Imaginez quelqu'un qui est enceinte de 6 mois pendant 6 ans, enfin genre... Alors ça n'a pas duré 6 ans, mais pendant longtemps en fait. Et il n'y avait pas d'heureux événements là-dedans, quoi. Je pouvais même pas me raccrocher aux hormones, à l'espoir de donner la vie, etc.
j'avais plus l'impression de porter la mort en moi en fait. Et c'était hyper dur, enfin c'était très très violent. Tu montes les escaliers, t'es essoufflé, tu danses, tu chantes, t'es pas bien. Je peux plus du tout boire d'alcool, donc je mettais une goutte d'alcool dans mon corps, je vomissais directement. J'avais même du mal à avoir des relations sexuelles. Je pouvais plus du tout m'allonger sur le ventre. Normalement, je sais pas, à l'époque j'avais quoi, 34, 35 ans, la maladie est quand même très 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 rarement aussi avancée. Je finis par un peu accepter l'idée de me dire que je vais me faire greffer dans un futur à moyen terme. Et en plus, j'étais au courant de tout ça puisque ma mère s'était faite double greffer, foie et rein, en 2017. Donc j'étais bien au courant du processus. J'ai essayé de l'éloigner de moi le plus possible parce que ça me faisait très peur. On m'avait dit que j'avais une chance sur 10 de ne pas m'en sortir. Je connais pas les statistiques des accidents de voiture, de vélo et d'avion, mais je peux vous dire que c'est beaucoup plus. et du coup, en fait, à ce moment-là, je me suis confrontée tout simplement à ma propre mort. Et je me suis dit, bah, si je dois mourir demain ou dans un an, j'avais ma checklist en fait. Quand je vois les gens, Thérèse ça va, oh tu vis trop ta best life en ce moment, c'est trop bien, tout te réussit, etc. On a envie de leur dire, mais vous n'êtes pas dans la vie des gens, vous savez tellement pas. Et en même temps, je me sentais pas de leur raconter parce que je me sentais tellement fragile sur la question que j'avais peur de m'effondrer, j'avais peur de pas savoir me défendre de ça, j'avais peur presque que je sais pas, des gens l'utilisent contre moi pour me déstabiliser. Et en même temps, ma maman tombe malade. Puis j'apprends aussi que j'ai des fibromes. On me conseille de les enlever parce que apparemment, ça pourrait potentiellement être dangereux pour l'opération. Donc en fait, je me retrouve à vivre soi-disant ma best life sur Instagram. Et en fait, à l'intérieur, je suis brisée en mille parce que je passe ma vie dans des hôpitaux. Normalement de façon régulière. Moralement, je suis fatiguée. J'ai tellement de rendez-vous médicaux. Genre mon agenda de janvier me fait peur. Au départ, j'étais vraiment dans un refus total d'aide. Je voulais pas le dire parce que je voulais pas qu'on m'aide, parce que je voulais m'en sortir toute seule. Pour l'opération, sans le soutien des autres, bah, j'y serais peut-être pas arrivée, quoi. La diva, je le fais si tu t'en vas. Plus je t'ignore, moins je t'oublie. Au vécor, je te subis, tu me dévores, tu m'écœures, insomnie, amie, amère maladie, c'est toi qui choisis. Quand les blouses blanches ralentiront ta folie. Je suis pas croyante, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre du spirituel qui s'est réveillé en moi suite à tout cet alignement de planètes. Le deuxième disque que j'ai enregistré, qui va sortir bientôt, il y a une chanson dedans qui s'appelle Mala Diva. Mala comme mauvaise en espagnol et diva comme diva. Pour parler en fait de ma maladie et de raconter en fait tout ce que j'ai vécu et tout le processus de justement de déni, de colère, de peur, de tristesse, puis d'acceptation et puis même à un moment donné d'appréciation presque. Pour moi, c'était une sorte de testament que j'aurais pu laisser aux gens si ça s'était pas bien passé. Je voulais que les gens sachent l'envers du décor, dire à d'autres qui se sentent aussi malades et esselés en étant malades, t'es pas tout seul ou t'es pas toute seule quoi. Je me mets en tête qu'il faut absolument qu'elle sorte avant que je me mette sur liste d'attente définitive pour la greffe. Avec l'équipe, on fixe une date de sortie. Évidemment, faut tourner le clip. Et après ce tournage-là, j'étais hyper soulagée et j'ai dit au médecin je crois que je suis aussi prête qu'on puisse l'être. On avait fixé la date de sortie de Mala Diva au 16 novembre et je ne savais pas où je serais. Je ne savais pas si l'opération serait passée, pas encore, si je serais en train, si je serais dans le coma artificiel ou pas artificiel, si je serais morte. J'en avais strictement aucune idée, mais je me disais
là, j'y vais sans regret, quoi. On dirait que les arbres, c'est mes cheveux. Je suis à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Là, en fait, c'était mon avant-dernier examen avant que je puisse être greffable. Voilà, donc j'espère que les résultats de l'IRM seront bons. Et j'ai la sensation d'être prête, tout en ayant très peur, mais d'être prête, voilà. J'ai jamais eu tellement peur de recevoir le foie de quelqu'un d'autre. Peut-être que ça fait partie de ma personnalité, je sais pas, de me dire de recevoir ça comme un cadeau quelque part. J'ai pas trop de problème à recevoir des cadeaux. Et du coup, bah, j'accepte cette idée assez facilement. Et il y a plein de gens qui me disaient, mais imagine, je sais pas, c'était quelqu'un qui battait sa femme ou qui votait je sais pas qui. Alors peut-être, mais je me dis que cette personne m'aurait sauvé la vie. Je me retrouve même aujourd'hui dans une sorte d'incapacité à détester quelqu'un, même si je peux être en colère contre des choses que les gens disent ou pensent ou font. Mais en fait, encore une fois, on ne sait pas en fait, on ne connaît pas la vie des gens. Une fois que vous êtes mis sur liste d'attente, ça peut arriver dans la semaine, comme ça peut arriver 3 mois, 6 mois après, quoi. Et moi, je suis persuadée que ça va arriver très vite, du coup, c'est pour ça que j'ai tiré mon planning jusqu'à la dernière seconde. C'était extrêmement anxiogène comme période, je dormais hyper mal la nuit, parce qu'on pouvait m'appeler n'importe quand. Et donc à chaque fois que mon téléphone sonnait, que c'était un coursier qui arrivait ou je sais pas qui, bah en fait, j'avais tout, mon sang ne faisait qu'un tour à chaque fois, quoi. Donc je dormais toujours avec un œil ouvert, c'était horrible. Du coup, j'étais fatiguée et irritable et c'était pas cool comme période. J'avais ma dernière date de tournée le 4 novembre à Amiens. Et donc on va faire ce concert. En descendant de scène, je cours vers mon téléphone pour voir si on m'a appelé et en fait, bah toujours rien. Ça y est, c'est fini. Au revoir. Allez, Adam. Je rentre à la maison autour de 2h30, je pense. J'ai très faim. Je me mets 2 énormes tartines avec plein de fromage au four. J'entends mon téléphone sonner. Et là, je sais que c'est l'hôpital. Je décroche. Madame Sayarat, oui. On a un greffon pour vous. Rendez-vous à 7h du matin, à Jeun, à l'hôpital. Ne prenez aucune affaire, vos proches vous amèneront. Mes 2 tartines, j'y songe encore. Donc je suis arrivée un peu affamée à l'hôpital. Et jusque-là, c'est pas encore sûr que je me fasse transplanter. C'est-à-dire qu'il y a un greffon, mais ça veut pas dire qu'il est forcément en bon état, il faut l'extraire, etc. Sous la douche, j'entends toquer et quelqu'un qui vient dire il faut la descendre au bloc. Et là, en fait, je sors de la douche et je me retrouve nez à nez avec un camarade de collège, quoi. Et c'est lui qui va m'opérer, en fait. Et je l'ai pas vu depuis plus de 15 ans, peut-être plus de 20 ans. Et c'est fou. Et à ce moment-là, je me dis que la vie me donne encore un coup de pouce. Et je me sens super en sécurité parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est une personne que j'ai toujours trouvée extrêmement consciencieuse, gentille. Et alors, elle aurait pu changer, hein, mais quelque part à ce moment-là, l'histoire que je me raconte, c'est que ça devait se faire maintenant. Donc ça valide quelque part ma décision et je descends au bloc. Je dis à l'anesthésiste, ça, c'est mon instrument de travail, prenez-en soin. Et il me montre ses machines, il me dit ça, c'est mon instrument de travail, je sais ce que je fais. Et on m'endort très gentiment. Je me réveille 6 heures plus tard. Le foie extrait apparemment fait 6,5 kg en dehors de mon corps. On m'en greffe un nouveau qui fait 1,5 kg, c'est-à-dire un poids normal. En ouvrant l'œil en réa, j'ai pas trop peur, en fait je sais exactement où je suis parce que en fait je l'ai déjà vécu mais de l'autre côté de la vitre. J'avais vu ma mère et quelque part je pense que le fait de connaître déjà une situation nous permet de mieux l'appréhender et de moins paniquer. Et pour compléter ce timing un petit peu parfait, on décide de me lâcher le 16 novembre, soit le jour de la sortie de Maladiva. Donc moi qui ne savais pas où je serais, quand Maladiva est sorti sur les plateformes, j'étais là,
encore une fois. C'est à cause et grâce à elle, quelque part, que j'en suis là aujourd'hui et que je fais tout ce que je fais et qu'elle me pousse constamment à reprioriser les choses, me poser les bonnes questions, regarder l'essentiel et m'y accrocher en fait. Aujourd'hui, je dis vraiment merci à ma maladie parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur énormément de choses. J'ai réussi à résumer ce que la maladie m'avait appris jusqu'à présent, parce qu'elle n'a pas encore fini de m'apprendre des choses, dans cette phrase qui est « Le temps, c'est celui qu'on prend, merci de me l'avoir dit ». Je me suis rendu compte que se confronter à la mort, ça permettait en fait de simplement mieux apprécier la vie. C'est elle qui m'a montré à quel point prendre le temps de voir ses proches, d'écouter son corps, de faire attention à son corps, était important et essentiel pour pouvoir mieux vivre sa vie, mieux vivre la suite. Il y a un rapport au temps qui a quand même vraiment changé, quoi. Et c'est rigolo parce que je suis en train d'écrire un album en ce moment et je suis obnubilée par ce thème. Cette convalescence m'a permis d'observer le monde de ma lucarne en fait et de me rendre compte à quel point cette société nous rendait dingues. Tout le monde a la tête dans le guidon. Globalement, les gens sont pas hyper heureux, je trouve. Très pressurisés, très stressés, angoissés. Ils savent dire pour la plupart à quoi ils aspirent, mais ils sont incapables d'y aller. Les gens ont la tête dans le guidon, ils ont le temps de rien faire, ils n'ont pas le temps de se dire je t'aime, de voir leurs amis, etc. Et il a fallu que je me retrouve à me faire transplanter pour pouvoir voir des amis tous les jours et avoir des discussions super deep en one-to-one. Et je me dis, mais pourquoi on attend d'être dans un état si critique pour faire ce qui nous fait tant de bien, en fait? Ça va faire bientôt 3 mois que je me suis fait opérer et je m'efforce aujourd'hui de tous les jours m'attraper par le callback et me dire « Ça va ?» Je prends la température et en fait, même si j'ai pas envie de le faire, mon corps me le rappelle.